Bonjour Alice Quinn. Bonjour Amanda. Eh bien, c'est un grand plaisir. Nous allons enfin réussir à faire cette petite interview sur ce dernier livre que tu viens d'écrire et de publier, qui s'appelle Love Me Do et que tu as écrit avec une complice qui s'appelle Sandra Nelson. Oui. Donc, si j'ai bien compris, il s'agit d'une... Enfin, si j'ai bien compris, oui, j'ai bien compris puisque je l'ai lu. Je l'ai lu et j'ai beaucoup aimé et ça, on en parlera après. Mais ce qui est intéressant, c'est de penser que c'est donc une romance de Noël. On est donc à une semaine de Noël et que c'est une romance, enfin un livre qui est écrit à quatre mains. Et je suppose, enfin moi je n'ai encore jamais écrit à quatre mains, mais je suppose que ce n'est pas une chose non plus très facile. C'est la première fois ou tu l'avais déjà fait? Je l'avais déjà fait dans une autre vie où j'écrivais sous un autre nom avec une complice, mais c'était quelqu'un que je connaissais depuis l'enfance, qui était de ma génération. Et donc, si tu veux, ça facilite beaucoup puisqu'on avait le même langage, les mêmes codes, les mêmes références. On avait traversé les mêmes périodes historiques, etc. Donc, on parlait à demi-mot, ça allait, c'était plus simple. Là, je n'avais jamais fait ça avec quelqu'un qui est plus, Sandra est beaucoup plus jeune que moi. Elle, voilà, et finalement, on se connaît peu. Mais on a, enfin, chaque fois qu'on se voit, si tu veux, on a je ne sais pas pourquoi, ça vient comme ça, on a des idées de romans ou d'intrigues, de choses comme ça. Et on a commencé une fois en discutant, voilà, on parle de sujets de l'actualité et tout d'un coup, oh, ça serait une super idée de ci et de là. Et c'est comme ça qu'on a écrit une première fois ensemble une pièce de théâtre. C'était avant le confinement. Le confinement est arrivé au moment où on a terminé la pièce et donc on a été un peu frustrés parce qu'on n'a pas pu la monter ni même essayer de la faire monter. C'était trop compliqué. Là, maintenant, on s'y reprend, mais tout doucement. On était frustrés, donc on s'est dit, il faut qu'on écrive autre chose ensemble. Bon, c'était une comédie, il faut dire qu'on s'est bien marré. On aime bien écrire toutes les deux des comédies. Et puis, on avait vu aussi qu'on s'accordait bien sur la méthode. Et donc, on a réutilisé la même méthode, pas d'écriture, puisque c'est plus une pièce de théâtre, c'est un roman, mais la même méthode pour approcher une œuvre, en fait, un récit, et qui est toute une méthodologie en amont, si tu veux, voilà, où on personnalise énormément, enfin, on caractérise énormément les personnages, on saisit à l'avance, on fait un genre de séquencier, si tu veux, presque chapitre par chapitre, où on saisit à l'avance, voilà, les moments forts, les moments faibles. Enfin bon, voilà, je ne vais pas faire un cours là. Je t'interromps parce que je voudrais qu'on parte tout de suite, disons, pour intéresser ceux et celles qui nous suivent, puisque bien sûr, là, c'est une partie beaucoup plus technique et on pourra y arriver Oui, oui. plus tard. Mais euh, montre-nous d'abord la couverture de ton livre, même si on la voit dans le fond. Est-ce qu'on peut voir ton livre? Voilà, un petit peu plus haut, c'est parfait. Donc, Oupa. voilà. Donc, Voilà. c'est un livre quand même assez important. De ce que je vois, il y a quand même assez un beau nombre de pages. Ce n'est pas un tout petit livre. C'est un livre. Non. Il a combien de pages là? Oh, en 250 par là. Bon, donc, vraiment, c'est un gros roman à lire Oui, oui. pour maintenant, pour Noël. Et alors, avant qu'on rentre dans la partie technique de l'écriture à quatre mains, est-ce que tu peux déjà nous parler un petit peu, sans dévoiler l'intrigue, les personnages, enfin nous donner un petit peu, voilà, une petite pastille juste pour nous mettre un petit, comment on dit, dans un petit truc en hors d'œuvre, voilà, pour nous stimuler l'appétit. Alors, notre phrase d'accroche, tu vois, c'est « Et si vous étiez coincé avec votre amour de jeunesse dans une tempête de neige ?» Alors, bon, là, on sent qu'il y a une tempête de neige, on sent qu'on va être coincé. Bon, mais pourquoi? Parce qu'après tout, c'est un amour de jeunesse, donc ça peut être que génial. Oui, mais il se trouve que cet amour de jeunesse, eh bien, il y avait eu d'abord des ruptures à l'époque, mal digérées des deux côtés, et puis qu'ils ont changé, nos deux héros. Enfin, voilà, et ils ne se reconnaissent pas quand ils se revoient, et ils sont un peu antinomiques parce qu'elle, elle adore tout ce qui est, on va dire, citadin. Elle travaille dans la mode, elle est photographe de mode à Londres. Enfin, c'est une femme ambitieuse. Elle est devenue une addicte au travail. Et puis lui, au contraire, il s'est réfugié, on va dire, parce qu'aussi il a été aidé par son mentor pour ça, et il s'est réfugié dans des valeurs terriennes. Il est devenu vigneron, œnologue plus exactement, mais également il s'occupe d'un vignoble en Provence. Il aime son petit village.
il aime manger des bonnes choses, il aime s'occuper de ses vignes, s'occuper de la terre, et il adore Noël. Alors que Angela, donc lui s'appelle Mathias, Angela, elle déteste Noël pour un certain nombre de traumatismes qu'elle a subis à différents Noëls. Et voilà, je ne vous les raconte pas là maintenant, mais du coup, pour elle, alors quelqu'un qui aime Noël, et puis en plus, il est toujours de bonne humeur, etc., voilà, ça lui sort par les yeux. Donc, il va y avoir des chamailleries, on va dire, gentiment. Voilà. Et puis, ce qui est quand même intéressant, c'est que tu nous dis un amour de jeunesse bloqué au milieu de la neige. On imagine les Pyrénées, les Alpes, les Dolomites, mais on n'imagine pas du tout la Provence. Et pourtant, Voilà, exactement. des tempêtes de neige. Oui, il y a parfois de la neige et elle peut être terrible en Provence. Et moi, j'en ai vécu des épisodes. Moi, je vis dans le sud, j'ai vécu des épisodes de neige, pas souvent, mais quand c'est là et ça bloque tout. Mais oui, ça bloque d'autant plus qu'on n'est pas habitué et qu'on n'est pas préparé et qu'on ne sait pas comment faire. Et donc, voilà, on avait envie de mettre de la neige parce que c'était une romance de Noël et on avait envie surtout de la situer en Provence, parce que la plupart des romances de Noël se situent plutôt dans le nord ou dans l'est de la France ou en Angleterre ou en Amérique ou dans les pays du Nord. Et en fait, non, d'abord, il y a de la neige parfois en Provence et puis surtout, il y a des traditions de Noël très particulières et peu connues. Voilà, on Donc, va voilà. arriver justement à ces fameuses traditions qui sont aussi à l'intérieur de ton roman, mais qui sont en même temps très goûteuses et qui ont été à l'origine même d'un autre petit livre que tu vas en même temps proposer. Oui. Non seulement tu nous parles de ce qui se passe, mais tu nous proposes un carnet des recettes du même roman. Voilà. Alors, Exactement, voilà, c'est les carnets de recettes du roman Love Me Do. Alors, on peut en les fait, mettre ça c'est à s'occuper des recettes, mais si on a un petit peu le goût pour la cuisine et pour les choses agréables, qu'on cherche quelques bonnes idées, eh bien, on peut s'en inspirer. Attends, j'essaie de. Attends, excuse-moi parce que ça, voilà, ça s'efface par moment. Oh Non. non, non, bon, c'est pas la peine. Je Bon, voulais vous montrer des photos à l'intérieur du OK. livre. En fait, comment ça s'est passé? C'est que pendant qu'on écrivait, comme moi, je suis très gourmande, comme tu le sais, Amanda, en écrivant, on avait Mathias qui faisait des chocolats très particuliers. C'est des chocolats qui font tomber les filles. Et donc, et qui arrivent à un peu faire fondre notre terrible Angela. Donc, bon, ben, on a commencé par, enfin moi en tout cas, j'ai testé le chocolat. Et puis après, il parle de son menu de Noël qu'il organise. Donc, j'ai voulu tester les truffes. Et puis après, j'ai voulu, enfin bref, les 13 desserts de Provence. Donc, il y a eu quelques desserts que j'ai voulu tester, notamment la courge à la fleur d'oranger, pardon, la tarte à la courge à la fleur d'oranger qui est plus grassoise et que moi j'utilise à chaque Noël mais que je ne fais pas d'habitude. Bon, là, j'ai voulu la faire. Et du coup, on a décidé de mettre à la fin du livre les recettes des desserts. Mais après, pendant qu'on faisait un peu la campagne pour lancer le livre, qu'il était déjà terminé et tout, je me suis dit, et si je testais aussi les recettes salées, parce qu'il a pas mal de recettes salées qui sont vraiment marrantes, par exemple des macarons aux crevettes, c'est pas toujours traditionnel, mais il y a aussi un tian aux courgettes que j'ai fait spécialement tu sais, dans un moule à gâteau en forme de couronne pour donner un petit côté de Noël qui est délicieux. Enfin bon, voilà. Après, donc avec un petit peu avec Sandra, un petit peu avec ma sœur, on a testé toutes ces recettes, on les a goûtées. Et puis du coup, on a fait un deuxième livre, celui-là. Mais c'est vraiment un livre qui accompagne, c'est vraiment pour les… l'autre jour, quand on était à une signature, il y a une dame qui n'aimait pas lire, qui n'a pas acheté le roman, enfin qui n'a pas le temps de lire, elle s'endort quand elle lit des romans. Mais par contre, c'est une grande cuisinière et elle nous a acheté les recettes. Voilà, elle était très contente d'avoir toutes les recettes de Provence pour faire un Noël. Bon. Et alors, dis-nous un petit peu la tradition, parce que c'est vrai que quand on parle de la Provence, on parle aussi des santons de Provence, les santons de la crèche, qui est une tradition qui remonte, je ne sais pas où, mais qui remonte très, très, très loin. Et en même temps, comme de la même façon qu'on parle des santons de Provence, eh bien, on parle de ces fameux desserts, qui sont pas seulement des desserts dans le sens de pâtisserie, qui sont des fruits secs, etc. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette origine, de cette tradition qui est
qui est très spécifique à la Provence, enfin, Oui, oui. au sud au sud de la France. Ben, en fait, comme toutes les traditions, tu sais, c'est souvent, au départ, c'est païen. Mhm. Et puis, ça a été plus ou moins récupéré par l'Église catholique et c'est devenu maintenant une tradition bien, bien ancrée avec des références, on va dire, entre guillemets, religieuses, puisque les 13 desserts seraient les 12 apôtres plus le Christ. Et il y a cette tradition aussi de, on va dire, entre guillemets, charité chrétienne, mais je sais très bien que la charité est aussi largement utilisée dans la religion musulmane, c'est-à-dire, mais nous, en Provence, on doit garder toujours une assiette et une chaise vides au cas où un mendiant ou un voyageur égaré frapperait à notre porte le soir de Noël. Donc, il y a ça, il y a les 13 desserts. Donc, effectivement, comme tu dis, il y a les 4 ordres mendiants, il y a du chocolat, il y a des fruits secs, dattes, il y a noix, noisettes, etc. Et puis après, chacun suivant la région, si on est d'Aix, si on est plutôt de Marseille, si on est plutôt ici sur la Côte d'Azur où je suis, ben, chacun rajoute, par exemple, à Aix, ils mettent des calissons. Moi, j'en mets aussi, mais bon, ici, on rajoute la fougassette. La fougassette, on la met à la fleur d'oranger. Je crois que c'est ce qu'on appelle la pompe à huile à Marseille. Mais bon, nous, on a cette fameuse courge, tarte à la courge. Bref, chacun, après, adapte. Mais je trouve ça très joli. Moi, j'adore faire ça. Ça m'amuse beaucoup. On écoute en même temps. Il y a un disque extraordinaire qui existe qui raconte l'histoire des Santons avec un accent provençal. Il y a de la musique. C'est très joli, c'est drôle en même temps. Et chaque Noël, on l'écoute. C'est voilà, c'est du plaisir pur, au-delà de toute croyance ou superstition. C'est vraiment très doux comme coutume et c'est très agréable. J'ai découvert ça à une époque où j'étais décoratrice sur un film qui se passait à Marseille. Et tu vois, jusque-là, je ne savais pas tout ça. Et le réalisateur, il voulait montrer effectivement, bon, ça se passait en 1940 et les gens, avec peu d'argent, puisque c'était au milieu de la guerre, avaient réussi à faire 13 desserts et ils avaient mis quelques centons. Et depuis, ça m'est resté un peu, c'est un peu aussi pour moi un souvenir des personnes avec qui j'ai travaillé sur ce film. Et en fait, chaque année, j'achète un nouveau santon. Donc, ce qui fait que maintenant, ma crèche est… Maison pour installer la crèche. Oui, oui, voilà. Je crois, voilà, je trouve c'est très très beau ce que tu racontes parce que bon, moi j'ai le souvenir aussi d'un 33 tours où il y avait donc, ça doit être la même histoire avec Oui, ça doit être le même. Ça doit être le même. les noms des personnages qui sont des santons locaux. Oui. Aussi bien le pêcheur que celui qui va couper le bois, ramasser, etc. Donc c'est très vivant parce qu'en fin de compte, chacun peut aussi s'identifier à ces différents petits personnages. Et Oui, oui. pour reprendre ce que tu viens de dire, ce qui est vraiment très beau dans la fête de Noël, c'est au-delà de la cérémonie religieuse à laquelle on adhère ou on n'adhère pas, peu importe, puisque nous sommes quand même une société qui est très ouverte à toutes les formes de croyances. Je crois que la fête de Noël, elle est surtout une grande fête de l'accueil, de la solidarité. Pour reprendre cette place vide que l'on laisse à table, toujours pour le voyageur, pour le pèlerin, en fin de compte, qui passe et qui peut laisser son bâton de pèlerin et puis repartir. Donc, c'est l'accueil, c'est la capacité d'ouverture vers l'autre. Et je pense que c'est là, c'est le symbole de la paix, paix aux hommes et aux femmes de bonne volonté. Ben, voilà, c'est peut-être probablement ce dont on a besoin. Et je crois que c'est la raison pour laquelle cette habitude, cette culture, cette croyance est absolument fondamentale. Et je crois qu'elle est importante de la maintenir et de la faire participer à d'autres, quelle que soit leur obédience. Alors maintenant, je voudrais qu'on reparle un petit peu peut-être du travail un petit peu plus concret, parce que je pense qu'on a quand même sollicité beaucoup aussi bien le goût, l'intérêt, la culture que les papilles gustatives de nos lecteurs. Alors, comment est-ce que vous avez travaillé toutes les deux sur les personnages? Est-ce que vous avez travaillé chacune sur un personnage? Est-ce que vous les avez mélangés? Est-ce que vous avez eu des difficultés? Comment ça s'est passé? Non, étrangement, ça s'est passé très facilement. Je crois que c'est parce qu'on les avait bien travaillés au départ, effectivement. Et puis aussi,
on les avait travaillés indifféremment. Donc, au début, on voulait se dire, bon, bah, toi, tu feras la fille, moi, je ferai le garçon, puis on va… Parce qu'en fait, chaque chapitre, c'est la voix d'un autre de nos deux personnages. Et puis, finalement, ça ne nous plaisait pas, on a voulu écrire pour les deux. Donc, en fait, je crois que c'est pour ça que nos écritures se sont beaucoup mélangées, que les lecteurs nous disent que voilà, ils n'arrivent pas à voir qui a écrit quoi. Il y a des éléments qu'on reconnaît, je pense, les lecteurs qui ont l'habitude de ce que j'écris moi, ils vont se dire, ah, ça doit être Alice qui a mis ça. C'est possible que parfois j'ai poussé un peu à certaines choses. Et Sandra, pareil, de son côté, ce qui est normal. Et c'est ce qui finalement enrichit. Et c'est ce qui est sympa dans l'écriture à quatre mains, c'est qu'on a mis chacune de notre vécu, de notre histoire personnelle, mais ça se mélange, tout ça. Ça se mélange et ça devient qu'une seule voix. Donc, c'est vraiment génial, quoi. C'était sympa. Non, c'était facile. Est-ce qu'il ne s'est jamais trouvé un moment où, par exemple, l'une de vous deux avait décrit un moment, une scène ou un trait du personnage et que l'autre n'est pas apprécié ou est demandé ou est voulu changer quelque chose? Est-ce que ça s'est… Ah oui, ça s'est produit même, on peut dire, régulièrement. Ça fait partie aussi du travail, puisqu'on écrivait, je ne sais pas, 2, 3, 4 chapitres, on l'envoyait à l'autre, et l'autre prenait. Mais c'était dans le travail d'écriture, c'est-à-dire qu'elle faisait des remarques, était sûre que ça et ça, mais ça, je trouve que ça serait mieux comme ça, enfin voilà. Et chacune faisait ça à l'autre. Et puis, si vraiment, alors soit celle qui avait écrit acceptait complètement les remarques et disait oui, elle a raison, effectivement, on fait ça, soit, pour mon cas, par exemple, je me disais, ah, ça non, il faut que j'en discute. Et là, on en discutait. On est toutes les deux polies, donc ça n'a pas été jusqu'au pugilat, mais parfois, si tu veux, on s'accrochait à des choses. Tu vois, très gentiment, on disait, on continuait, enfin voilà, elle ou moi, sur des points. Et puis à la fin, bon, bah, c'est la raison qui fait que, voilà, on a accepté plutôt ça, voilà. Non, ça s'est fait, on va dire, harmonieusement. On est de bonne composition, Sandra comme moi, donc ça va. Puis voilà. Le but, c'était pas à la fin du roman, être fâché à Voilà. mort. On sait bien que toujours ça se passe, on dit souvent que parfois quand il y a des couples d'acteurs, par exemple, je ne sais pas qui, Laurel et Hardy plutôt que Bud Spencer et Terence Hill, on dit toujours que dans le privé, ils étaient ennemis parce que sur le set, etc. Alors donc c'est vrai que parfois on se demande… Non, c'est pas le cas, c'est pas le cas. Il n'y en a pas. Mais moi, je me souviens qu'une amie me disait quand j'étais jeune, si tu veux tester tes amis, soit tu voyages avec eux, soit tu travailles avec eux. Et ça brise des amitiés, oui, c'est vrai, c'est vrai. Bon, là, ça n'a pas été le cas. Absolument, je confirme pour les voyages. Ah oui, hein, c'est fou. Hein. Oui, là, sinon, ça ne va pas du tout. Si tu voyages, surtout si tu fais genre des trekking ou des choses comme ça à la dure, des voyages sportifs, alors là, c'est là où tu vois comment se comportent les gens. Voilà. Bon, alors, un autre élément extrêmement important dans ton roman, que l'on retrouve d'ailleurs dans tous tes romans, je ne sais pas pour Sandra, mais en tout cas pour toi, j'en suis absolument convaincue puisque je suis une de tes lectrices favorites, c'est la présence des animaux. Il y a toujours dans tes romans un animal. Alors, je suppose que ça, c'est aussi une chose que tu as voulu. Et là, cette fois-ci, tu as fait le choix d'un chien. Et je voudrais que tu nous en parles, parce que c'est aussi un acteur important à l'intérieur de cette histoire et à l'intérieur du couple, d'ailleurs. Oui. Oui, moi, j'aime bien qu'il y ait des animaux dans mes romans. Je vais te dire, c'est tout simple. Hein. Quand moi, en tant que lectrice, j'ouvre un roman et je lis un livre, si tout d'un coup, il y a un animal, qu'il ait un petit rôle ou qu'il ait un grand rôle, peu importe, eh bien, c'est quand même étrange. Même dans un roman policier très dur, tu vois, avec un gros suspense et tout, si tout d'un coup, il y a un animal, je vais m'animer moi-même en tant que lectrice. Mon intérêt va se décupler pour la lecture. C'est bizarre, c'est comme ça. Donc, bon, voilà, c'est ce que j'aime lire et donc c'est ce que j'aime écrire. J'aime bien rajouter des animaux. Pour moi, les animaux font partie, bien sûr, de notre, comme toi, Amanda, hein, de notre vie. J'ai jamais vécu sans avoir un animal près de moi. Et donc, ça fait partie de ma vie. J'arriverai pas à écrire un récit sans un animal au milieu parce que
Je crois qu'on leur doit beaucoup, hein, on leur doit énormément. Bon, alors après, moi, j'essaye de faire ça de façon comédie. Là, je ne vais pas me mettre à parler philosophie entre les animaux et les êtres humains. On ne va pas parler de ça, mais tu as compris l'idée générale. Mais voilà, alors dans mes romans, j'aimais beaucoup, pendant longtemps, j'ai mis beaucoup de chats, mais j'ai eu des chiens lorsque j'étais enfant et j'ai retrouvé ce goût des chiens à travers mes romans. Peut-être parce que dans un roman, j'ai eu le chien guide aveugle, voilà, je crois que c'est venu de lui. Hein, donc, c'était le récit qui obligeait à avoir un chien plutôt qu'un chat, alors que cette histoire avait commencé, c'était la petite fabrique du bonheur, ça avait commencé avec un chat, l'histoire. Et puis, comme il y a eu un personnage qui s'est imposé et qui était un non-voyant, donc il avait un chien avec lui. Et là, ben, j'ai finalement réouvert la porte à des possibilités de chiens. Et dans mes romans, depuis, je mélange chien et chat. Et là, j'ai mis qu'un chien parce qu'on était à la campagne. Bon, j'aurais pu mettre des chats au coin du feu avec ses amis et tout, mais non, j'ai voulu vraiment me focaliser sur cette chienne folle, faux folle, qui passe son temps à sauter sur Angela et à la faire tomber. Angela, qui est citadine et qui a oublié tout ça, elle a connu ça dans son enfance, mais elle ne veut plus en entendre parler et vraiment, elle est fâchée contre cette chienne, mais la chienne, elle sait des choses qu'Angela ne sait pas ou ne veut pas voir. Et voilà, cette chienne est un peu dans le récit, on va dire. Au début, on a l'impression que c'est le rentemplant de l'histoire, qu'elle fait tout à côté, qu'elle comprend rien à ce qui se passe. Et en fait, on comprendra plus tard que c'est elle qui avait tout vu depuis le début. Voilà, je vais arrêter là. Oui, oui. C'est le trait d'union, en fin de compte, qui va Oui, permettre cette réunification de ces deux êtres qui, en fin de compte, sont faits l'un pour l'autre. Voilà, sans oui, vouloir oui, oui. dévoiler davantage. Et quelle est la race du chien que tu as choisi? C'est un Golden Retriever. Oui, j'ai choisi ce chien parce que, bon, j'ai cherché, tu sais, bon, il y en a plein qui sont adorables, qui sont mignons comme tout, Et puis, mais le Golden Retriever, il a quelque chose d'un peu magique, je trouve. Il est tout échevelé, comme ça, bon, ça allait avec le côté faux-folle. Cette douceur, il a cette douceur de couleur, un peu un blond, un peu roux. Voilà, ils sont marrants, ils ont de l'humour, ils sont sympas, enfin, d'après tout ce que j'ai lu. Hein. J'ai lu plein de romans aussi où il y a des Golden Retrievers dedans, et bon, voilà, ça m'a donné envie. En fait, c'est un peu les chiens, à chaque fois, c'est un peu les chiens et les chats que j'aimerais avoir. Bon, j'aurais pas assez d'une vie pour avoir les chiens et les chats que je voudrais, donc. Et d'autres animaux aussi. Quand j'étais petite, je rêvais d'avoir des chèvres, des ânes, voilà, plein d'animaux. Bon, la vie ne m'a pas donné ça, ou c'est moi qui n'ai pas été vers là, mais c'est comme ça. Et alors, l'important aussi, c'est le nom de ce chien. C'est une chienne d'abord. Hein. Oui, oui, c'est une chienne. Alors, je vais te dire, je dis souvent chien parce que je me suis rendu compte quand on écrit, y compris les résumés, par exemple, sur Amazon, les résumés du roman. Alors, ça, c'est un truc très bizarre. Ou dans d'autres plateformes de réseau social, si tu mets le mot chienne, c'est considéré comme une insulte à une femme. Et donc, on ne peut plus utiliser le mot chienne dans des communications parce que donc je suis obligée toujours de jongler avec le mot chien et après de faire comprendre que c'est une femelle. Enfin voilà, on ne peut pas utiliser le mot chienne. C'est bizarre parce que c'est souvent, voilà, et j'ai constaté ça quand un mot au féminin devient une insulte et donc c'est interdit. Amazon nous interdit d'utiliser le mot chienne parce que le robot pense que c'est une insulte, point, et il ne va pas chercher plus loin. Ils sont très machistes. Voilà. Alors, parlons Oui. donc de cette chienne. Elle s'appelle comment? Alors, elle s'appelle Angie, et qui est le surnom d'Angela, bien entendu. Alors, quand Angela va débarquer à l'aéroport et qu'elle va voir déjà ce chien qui lui prend sa place dans la voiture, qui a la place à côté du conducteur, qui remplit tout, elle qui est là avec son beau manteau Dolce Gabbana, et elle se dit, mon Dieu, il va y avoir plein de poils parce qu'elle doit le rendre après à sa patronne. Et en plus, quand tout d'un coup, le type qui est venu la chercher, qu'elle ne reconnaît pas, qui est Mathias, mais elle ne le reconnaît pas, qui dit « Angie, va à l'arrière, la dame veut pas que tu t'assoies là », elle est vexée comme un pou parce qu'elle se rend compte que voilà, la chienne a son nom, quoi. Elle ne comprend pas pourquoi, et voilà. Là, je vous ai raconté un petit bout du début. On ne va pas dévoiler plus parce que c'est trop drôle. Cette scène-là, elle est à mourir de rire d'ailleurs.
Alors, je voudrais parce que bien sûr, le temps vole, le temps passe, le temps. Oui, oui, oui. Mais ce que je voudrais dire, c'est est-ce que par rapport à tes autres romans que tu as écrits auparavant, parce que tout le monde connaît toutes les aventures de Rosie Maldon, et puis par contre des romans aussi beaucoup plus historiques où tu mets en scène Monsieur de Maupassant, etc., qui sont toujours avec un fond de policier, de recherche, mais en même temps, il y a toujours une recherche sociale importante. Et là, dans ce que j'ai beaucoup apprécié dans ce roman, c'est en même temps une espèce de peinture de la société paysanne, contadine, je ne sais pas comment on pourrait donc la définir, de la Provence, qui est donc une région également où on fait du vin, et où il y a encore ce côté très communautaire de la vie des personnes. Voilà. Donc, cette espèce de communauté solidaire des uns et des autres. Et je trouve que ça, c'est aussi ce que l'on retrouve d'ailleurs dans de nombreux de tes romans, où il y a toujours un aspect social, que ce soit chez Rosie ou en passant, il y a toujours cette peinture de la société de l'époque sur laquelle tu travailles. Oui, là, dans une romance de Noël, on ne pouvait pas s'attarder là-dessus, mais bon, c'est un point sur lequel on s'est vraiment bien accordé avec Sandra, qui est très écolo aussi, et donc on s'est dit, profitons-en, on a un beau personnage, Mathias, qui est un campagnard, qui aime quoi, la campagne, dans le sens qu'il aime, voilà, l'amour de la terre, et donc, eh ben, il aime non seulement les bonnes choses, mais il va faire travailler, voilà, ils ont dans ce village une épicerie, on va dire, solidaire, où ils font travailler le local. Voilà, quand il fait ses pizzas, il achète la farine, parce que, bon, il y a des gens qui font de la farine là-bas. Et en fait, on peut toujours trouver, quand on vit à la campagne, c'est ça qui est génial, des gens chez qui on va pouvoir acheter des produits qui sont à la fois saisonniers. Mais même à Cannes, nous, on a ça. On a un marché extraordinaire où c'est les paysans de l'arrière-pays qui viennent vendre et on achète là nos produits. Et voilà, que ce soit donc, c'est des produits de la saison et dont on est sûr voilà, on est sûr de la provenance du produit. Et puis c'est pas plus cher qu'ailleurs, quoi. Voilà. Donc, dans ce livre, on résume beaucoup d'éléments dans lesquels chacun peut trouver son bonheur. C'est-à-dire que si tu es une gourmande, tu vas bien sûr trouver des bonnes choses. Si tu es, comme moi, amateur de bon vin, tu vas trouver vraiment une précision sur les goûts, les saveurs, sur les parfums, etc., que tu es en train de lire et tu sens le goût dans la bouche et dans l'arrière-palais. C'est absolument extraordinaire. En même temps, donc, on a toutes ces saveurs, tous ces parfums que tu évoques, que vous évoquez, bien sûr. Et en même temps, il y a une magnifique histoire d'amour qui, bien sûr, finit bien, comme doit finir une Oui, oui, histoire d'amour. oui, oui. Et tout ça sous le regard de Noël, disons. Voilà. Non? Est-ce que... Oui, 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 c'est ça. Et avec de la musique, parce on a finalement, on s'est rendu compte au fur et à mesure qu'on écrivait que certaines scènes étaient vraiment avaient une empreinte musicale. Et donc, finalement, on a décidé à la fin de rechercher dans tout ce qu'on avait écrit quelles étaient les musiques qu'on avait évoquées au passage, à peine voilà, sans creuser. Et puis, ça nous a fait une espèce de bande, de bande son, tu vois. C'est la bande son comme il y a eu à la fin les musiques dans un film. On a tout répertorié, puis ça fait la bande-son du roman, quoi. Et on l'a mis sur Spotify, donc on peut même lire le roman en écoutant la musique qui va avec. Que demandez-vous de plus? Et alors, C'est un feu d'artifice, comme tu dis, de saveur, de goût, d'amour, de vin, de musique, voilà, et tout ça en Provence. et même le titre lui-même, parce que je voudrais finir là-dessus. Love Me Do. Pourquoi Love Me Do? C'est le jeu de mots sur Love, Love Me Do, voilà, sur la chanson des Beatles. Et on a fait un petit jeu de mots, et au lieu d'écrire Do, juste D-O, on l'a écrit D-O-U-X. Voilà, c'était génial, quoi, c'était merveilleux, voilà. Et à Noël givré, on a fait un petit jeu de mots avec le mot givré, parce que c'est vrai qu'on est dans la givre et dans le givre et dans la neige. Mais le mot givré, comme tu le sais, en argot, ça veut dire un peu fou. Et on voulait quand même, dans le titre, qu'il y ait un peu de la folie et de la gaieté et de l'humour qu'on a mis dans le roman.
Bon, eh bien, je crois qu'on a fait le tour, à moins que tu aies une dernière. Non, non, c'est très bien. Je te remercie beaucoup pour cette invitation, Amanda. Cette fois, on a réussi. C'est vrai que la dernière fois, on s'est planté. Mais là, regarde, c'est formidable. On a réussi à terminer cette interview. J'espère qu'elle n'est pas trop longue. Non, non, Bon, il faut vite. on va s'arrêter là. On va donc Oui. rappeler donc, ton livre. Peux-tu remontrer la couverture? Où est-il disponible? Il est disponible dans toutes les bonnes librairies. Si vous ne le trouvez pas en étagère, il faut le commander. Vous dites à la libraire que ça doit passer par Dilicom pour la commande, voilà, pour être sûr de le trouver. Et sinon, voilà, il est également en Kindle pour l'instant et il sera bientôt, à partir du mois de janvier, sur toutes les plateformes, y compris numériques. Voilà. Pour l'instant, il est en exclusivité sur Kindle. Eh Ah, bien, je voudrais aussi rajouter, si tu veux bien, il va y avoir quelques jours la semaine prochaine de promotion où on va le mettre beaucoup moins cher en Kindle. Voilà. parfait. Eh bien, merci Alice Quinn. Compliment à Alice et bien sûr à Sandra, qui est la co-autrice de ce magnifique roman qui fait rêver. Et puis, eh bien, rendez-vous dans la lecture de ce livre et sinon au prochain roman et à tous les autres livres qui existent déjà. Merci Alice, au revoir. Merci Amanda, au revoir.